Parfois, le corps humain devient le théâtre d'une histoire complètement improbable, l'hôte d'un visiteur qui, franchement, n'aurait jamais dû se trouver là. C'est exactement le cas du kyste hydatique du foie. Une situation où un intrus se développe tout doucement, silencieusement, et nous transforme en ce qu'on appelle un hôte accidentel. Et ça nous amène à la question centrale, qui est assez fascinante. Comment est-ce possible qu'un parasite, qui vit sa vie normalement entre un chien et un mouton, finisse par s'installer dans un foie humain ? C'est un peu un polar médical et on va tenter de résoudre ce mystère ensemble. Bon, pour commencer à y voir plus clair, il faut qu'on s'arrête sur un mot-clé, un concept essentiel en biologie, la zoonose. C'est la première pièce du puzzle. Alors une zoonose, qu'est-ce que c'est ? Eh bien en gros, c'est une maladie qui passe de l'animal à l'être humain. Mais le point vraiment crucial ici, c'est cette expression. Hôte accidentel. Ça veut tout dire. Ça signifie que l'humain n'est pas du tout prévu dans le cycle de vie du parasite. Pour lui, on est une impasse, un cul-de-sac biologique. Une erreur de parcours si on veut, mais une erreur qui peut avoir de sérieuses conséquences. Allez, maintenant qu'on a posé les bases, il est temps de faire connaissance avec notre coupable. Son petit nom, c'est Echinococcus granulosus. Et on va voir que son voyage, c'est un cycle d'une précision redoutable. Ce schéma nous montre parfaitement comment ça marche. Tout commence avec le chien, l'hôte définitif. Le parasite adulte vit dans son intestin et il libère des milliers d'œufs dans ses excréments. Ces œufs se retrouvent dans l'herbe, qui est mangée par un mouton, l'autre intermédiaire. Une fois dans le mouton, les œufs éclosent et se transforment en kystes, surtout dans le foie. Et la boucle est bouclée quand un chien mange des organes infectés de ce mouton. Le point clé à voir ici, l'humain n'apparaît nulle part dans ce cycle naturel. Et voilà à quoi il ressemble. À gauche, le parasite adulte, qui est minuscule, il ne fait que quelques millimètres, et à droite, son œuf. Il est microscopique mais ultra résistant grâce à sa coque solide. C'est cet œuf qui est le véritable point de départ de l'infection, que ce soit pour le mouton ou malheureusement pour l'humain. On en arrive donc à la question cruciale. Comment l'être humain se retrouve-t-il piégé dans cette histoire ? C'est le moment où ce cycle si bien huilé va dérailler. Il y a principalement deux chemins. Le premier, c'est le contact direct. On caresse un chien porteur du parasite, son pelage est contaminé par des œufs invisibles, on porte les mains à la bouche et le tour est joué. La deuxième voie, elle est indirecte. On consomme de l'eau ou des légumes crus qui ont été souillés par des déjections d'un chien infecté et qui ont été mal lavés. Logiquement, le risque n'est pas le même pour tout le monde. Il est bien sûr beaucoup plus élevé pour les personnes qui vivent et travaillent au contact de ce cycle animal. On pense tout de suite aux populations rurales, aux zones d'élevage. Et forcément, les métiers comme agriculteurs, bergers ou même vétérinaires sont en première ligne. Une fois qu'un œuf a été avalé, une toute nouvelle phase commence à l'intérieur du corps. C'est le début du développement d'un intrus. Un intrus qui peut rester complètement silencieux pendant des années. Et voilà ce qui se forme le plus souvent dans le foie. Ce kyste, c'est une structure assez fascinante. Il y a d'abord une membrane externe que notre propre corps fabrique pour essayer de l'isoler. Mais à l'intérieur, c'est le parasite qui mène la danse. Sa membrane produit des vésicules-filles. Imaginez des poupées russes. Chacune de ces petites sphères contient des dizaines de futurs parasites. C'est un peu comme un ballon d'eau parasitaire qui se reproduit à l'intérieur de lui-même. Et là, on passe du schéma à la réalité. C'est assez spectaculaire. Ce qu'on voit sur cette image, ce sont des morceaux de kyste qui ont été retirés pendant une chirurgie. Ces petites billes translucides, ce sont précisément ces fameuses vésicules-filles. Et chacune d'entre elles est une potentielle bombe à retardement. Le problème, c'est que ce kyste, il grandit, lentement mais sûrement. En grossissant, il peut commencer à comprimer les tissus du foie. Pire, il peut se fissurer, se rompre ou même créer une connexion anormale avec les canaux biliaires, une fistule, et y déverser tout son contenu. Le plus incroyable, c'est que la plupart du temps, sa découverte est un pur hasard, lors d'une échographie faite pour une autre raison. Les symptômes, comme une douleur en haut à droite du ventre, une masse qu'on peut sentir ou une jaunisse, n'apparaissent que très tard, une fois que le kyste est déjà énorme. C'est bien pour ça qu'on le surnomme l'intrus silencieux. Alors, une fois qu'on suspecte sa présence, comment les médecins en ont-ils le cœur net ? Et surtout, quelle est la stratégie pour contre-attaquer ? La réponse, elle est dans l'imagerie médicale. Et l'outil numéro 1, c'est l'échographie. C'est vraiment l'examen de première intention, celui qui a révolutionné le diagnostic de cette maladie. Il permet de voir le kyste, de le mesurer, d'analyser sa structure, de voir s'il est compliqué ou non. Et voilà ce que les médecins voient à l'écran. Cette image d'échographie est très parlante. On y voit clairement cette grande formation kystique, identifiée par les lettres KFF. C'est le moment clé, celui où le mystère est résolu et où l'intrus silencieux est enfin démasqué. Pour le traitement, la solution est le plus souvent chirurgicale. Les objectifs sont clairs. Premièrement, enlever le parasite. Deuxièmement, réparer les dégâts, par exemple débloquer les voies biliaires si elles sont bouchées. Et dans les cas les plus compliqués, il faut parfois aller jusqu'à enlever une partie du foie.
Le grand défi de l'opération, la règle d'or, c'est de réussir à enlever le kyste sans le percer. S'il se rompt, c'est la catastrophe. Les milliers de futurs parasites qu'il contient se répandent dans l'abdomen et peuvent créer de multiples nouveaux kystes. C'est donc une intervention qui demande une très grande précision, un vrai travail d'orfèvre. Au final, tout ce cycle complexe, de l'animal à l'humain, nous ramène à des choses simples. La meilleure des armes reste la prévention. Et elle repose sur 2 piliers, une bonne hygiène des mains après avoir été en contact avec des animaux, et bien sûr, le traitement régulier des chiens contre les vers. C'est ça qui brise la chaîne de transmission. Tout ça nous laisse avec une réflexion importante. Cette histoire nous montre, de manière très concrète, à quel point notre santé est liée, intimement liée, à celle des animaux qui nous entourent. Alors est-ce que la santé de nos animaux est aussi, finalement, la nôtre ? La réponse semble assez évidente, non ?